Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour analyser la transition écologique et la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Pierre-René Lemas, aujourd'hui président de France Active. Ce mouvement associatif vient d'être retenu pour déployer le fonds d'urgence de 30 millions d'euros mis à disposition des structures de l'économie sociale et solidaire. Faut-il instaurer de nouveaux quotas pour rendre les instances dirigeantes plus paritaires? La féminisation des COMEX est-il aussi un facteur de performance? Ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, une start-up comme tous les jours, vous découvrez Oli, marque de lingerie éco-responsable en coton bio et dentelle recyclée. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Pierre-René Lemas. Bonjour. Bienvenue. Faut-il vous présenter? Secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Vous avez été directeur général du groupe Caisse des dépôts et vous êtes depuis 2 ans et demi le président de France Active. Alors c'est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, mais peut-être pas forcément très connu. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mission de France Active? Alors France Active, c'est un objet assez original. D'ailleurs, au niveau européen, on nous regarde comme ça. On est une association avec des bénévoles. Et cette association est répartie en 40 associations territoriales, donc des bénévoles, des salariés. Et puis, on est 2 sociétés financières. Une qui apporte des garanties à des porteurs de projets. En gros, on dérisque les banques. Ouais. Et puis l'autre, c'est une société d'investissement. Et on investit essentiellement dans l'économie sociale et solidaire. Pour vous dire les choses en 3 chiffres, on est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire en France. Je pense que beaucoup de vos invités ont été financés, vous voyez, ont été financés par France Active. On contribue à créer de l'ordre de 45 000 emplois par an. Cette année, c'est incroyable, et on pourra sans doute y revenir, 57 000. Oui, j'ai vu ces chiffres-là, les chiffres 2020 de France Active, plus de 28 600 entreprises conseillées et financées, 410 millions d'euros mobilisés et effectivement plus de 57 000 emplois créés ou consolidés. Mais on n'imagine pas cet impact. Parce qu'on ne connaît pas en réalité l'importance de l'économie sociale et solidaire au sens large, pas au sens étroit juridique, au sens large, dans l'économie. Et nous, on fait quoi? On fait 2 choses. La première, c'est qu'on a des gens qu'on appelle des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens le plus souvent qui sont en difficulté, qui sont au chômage de longue durée, qui ont un projet de création d'entreprise. Nous, on les accompagne, à la banque et on garantit les prêts que leur accorde la banque jusqu'à 80%. Pour une femme, par exemple, porteur de projet, c'est 80%. Et puis, l'entreprise se développe. Et quand elle se développe dans l'économie sociale, dans l'économie solidaire, environnementale, etc., alors là, on apporte du capital. Et donc, avec ce double levier, on essaye d'intervenir en faveur des gens qui sont très éloignés de l'emploi. C'est quand même notre créneau principal. Les gens paumés, les gens qui sont en difficulté. Pas tout le monde, les gens en difficulté. Et puis, on intervient désormais à hauteur d'1 tiers de nos financements dans les territoires à problème, c'est-à-dire les zones urbaines sensibles, les territoires ruraux perdus, en difficulté, voilà. Et donc, avec cette double priorité, on arrive à créer des entreprises qui sont viables. Nos entreprises ont, en gros, 4 sur 5 continuent à vivre au-delà de 3, 4, 5 ans. C'est pas mal par rapport aux taux nationaux. Elles créent de l'emploi. Et cet emploi, ensuite, devient un emploi pérenne. Vous voyez, on n'est pas dans une logique de créneau. Et comment vous expliquez ces chiffres 2020 alors que c'est une année particulière, c'est une année de crise sanitaire et économique? Moi, c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui ont voulu créer leur entreprise. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont retrouvés au chômage et en difficulté qu'ils ont voulu créer leur entreprise, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un élan quand même de volonté? Non, il y a les deux. On a été très étonnés cet été de voir que le chiffre global de création d'entreprises en France était devenu un chiffre record. C'est très, très étonnant. Alors, il y a 2 raisons. La première, vous avez raison, c'est les gens qui sont au chômage, qui vont tomber au chômage, qui sont dans une situation difficile et qui se disent qu'est-ce que je vais faire et qui ont envie de créer leur boîte. C'est une réponse, au fait, à la problématique du chômage. Alors, il faut être accompagné, il faut des réseaux, il faut des financements, c'est compliqué. Et nous, on est là pour ça, pour les accompagner, trouver des financements et puis leur montrer la voie. Et puis, vous avez des gens, beaucoup, surtout chez les jeunes, qui au fond ont un projet.
qui ont un projet. On a fait un sondage il y a 2 ans où on demande aux jeunes, alors les jeunes c'est une vision un peu extensive, hein, on va jusqu'à 30 ans, 30 ans. On est encore super jeune à 30 ans, 35 ans. On est jeune quand même, surtout vu de mon âge. Et du mien. Voilà. Donc on leur dit, mais pourquoi vous voulez créer une boîte ? 60% d'entre eux disent pour changer le monde. C'est génial. Extraordinaire. C'est génial. C'est extraordinaire. Génial. Donc ça veut dire que vous avez un double élan comme ça. Et voilà, nous on les accompagne et puis on arrive finalement à avoir, bon an, mal an, tout au long de la crise, on a accompagné 30 000 entreprises. 30 000 entreprises. On a fait des rééchelonnements de prêts, on a apporté des financements, on a mobilisé depuis la crise, depuis le mois de mai, quoi. En gros, on a mobilisé 70 millions d'euros supplémentaires. Voilà, et donc il y a une volonté des gens de s'en sortir, beaucoup plus qu'on ne le dit. Et il y a donc ce plan lancé par la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, un plan de 30 millions d'euros qui vient d'être débloqué. France Active, et c'est logique, hein, est retenu par l'État pour le déployer. C'est quoi la logique ? C'est une logique de guichet unique, de simplification ? Oui, c'est une logique de guichet unique, et j'aime pas beaucoup l'expression, parce que comme vous savez, en France, tout est guichet unique, c'est-à-dire qu'il y a trop de guichets uniques, donc voilà. Non, c'est bien ça l'idée. L'idée, c'est au fond, il y a un certain nombre d'associations, d'entreprises sociales, qui ont peu de salariés, moins de 10, parfois moins de 3, un salarié, qui n'ont plus de recettes, qui ont des difficultés à simplement survivre. Alors vous avez l'ensemble du dispositif national qui permet de les aider. Elles y ont droit, mais quand vous avez 3 salariés, 4 salariés dans une entreprise, même avec ces aides, vous n'êtes pas sûr de garder votre emploi. Vous voyez, un petit musée de province, il n'a plus de recettes. Qui va le financer ? Petite association culturelle, celle qu'on voit en milieu rural, qui font plus rien depuis des mois, qui étaient subventionnées par une ville, par une commune, par comme ça. Les collectivités locales les subventionnent d'autant moins aujourd'hui que c'est de l'argent à fond perdu. Alors l'idée est de dire, on va leur apporter des financements sous forme, au fond, allez, il faut dire les mots, quoi, de subventions. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas à rembourser. C'est même pas un prêt à très longue durée, non, etc. Alors, on a utilisé plein de vocabulaire, mais en réalité, on apporte un financement qui peut aller jusqu'à 8 000 euros, qu'ils n'auront pas à rembourser, et qui leur permet de faire face tout de suite. Et 30 millions d'euros au bénéfice de ces petites structures de moins de 10 salariés. Ça représente quoi ? Plusieurs milliers de structures qui seront aidées d'ici au printemps ? Des milliers de structures. Nous, on aimerait bien, on a en tête au moins d'aider 5000 structures comme ça, des petites coopératives, des petites assos, entre maintenant et la fin du premier semestre. Voilà. Et puis après, on verra. Mais on a lancé l'opération avec Madame Grégoire, qui a été formidable. Hein. Elle a mis un dynamisme personnel dans cette affaire extraordinaire. Et on a lancé l'opération il y a 10 jours, hein, même pas, une semaine. À l'heure où nous avons lancé l'opération, on a fait le premier tweet sur les réseaux sociaux. Dans l'heure, on avait déjà une bonne centaine de demandes. Donc ça va aller vite. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que ces entreprises-là étaient peut-être un peu déconnectées ou pas suffisamment informées des plans d'aide précédents ? La réalité, c'est que les petites structures sont perdues. Elles sont perdues. Vous êtes tout seul. Déjà, les petits chefs d'entreprise, je dis petits chefs d'entreprise avec affection et pas du tout avec condescendance. Les patrons de toutes petites entreprises sont perdus. Leur réseau est un réseau extrêmement limité. À qui s'adresser ? Alors souvent, il y a un comptable, mais est-ce que ça suffit ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais à la banque ? Voilà. Elles ne savent pas bien en réalité. Et donc, avec le dispositif qu'on a mis en place, on va faire 3 choses. La première, c'est tous ceux qui vont nous appeler, on va les accompagner, c'est-à-dire on leur répond. D'ailleurs, c'est assez simple, hein, c'est sur Internet, c'est vraiment très très simple. Et ils reçoivent un coup de téléphone. Donc on va les accompagner et leur dire, voilà, vous avez droit à ça, 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 ça et ça. Deuxièmement, on va leur apporter des subventions. Et troisièmement, ils auront un correspondant, on a 350 en gros guichets d'accueil, ils auront un correspondant qui va les aider à muscler leur structure. Donc on va aussi les aider à muscler leur structure. Mais ça veut dire, Pierre Nelma, qu'on pourrait presque dire que cette crise, c'est aussi une opportunité, notamment dans cette transition écologique dont on parle tous les jours dans cette émission ? Écoutez, moi je crois que oui. Je crois que oui pour 2 raisons. La première, c'est que cette envie d'entreprendre pour des raisons sociales, sociétales, transition écologique, correspond à une demande sociale réelle. Et qu'on a retrouvé, au fond, les avantages non seulement sociaux, mais économiques.
de l'économie circulaire, de l'économie de proximité, de la présence sur les territoires. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est une opportunité. Et moi, je fais le pari, avec toute l'association France Active, on fait le pari que c'est une des voies d'avenir, que pour changer la société, pour changer le mode de fonctionnement de l'économie, peut-être que cette économie sociale, cette économie solidaire sur laquelle vous donnez régulièrement un coup de projecteur, et c'est formidable, est une réponse d'avenir. Moi j'y crois vraiment. C'est pas le small is beautiful de l'époque de Reagan. C'est solidaire est efficace, solidaire est utile, solidaire est en plus économiquement, pas seulement socialement, une affaire qui vaut la peine. Merci beaucoup, merci Pierre-René Lemas, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, le débat de l'émission consacré à la féminisation des COMEX. Faut-il instaurer de nouveaux quotas pour rendre les instances dirigeantes plus paritaires? La féminisation des COMEX est-elle aussi un facteur de performance? C'est notre débat avec Julie Schwartz. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Econovia, agence de communication responsable et engagée. Et puis avec nous en visioconférence, Martin Richer, directeur de management et RSE. Bonjour Martin Richer, bienvenue. Vous m'entendez bien? La liaison était bonne tout à l'heure pendant les tests? Bonjour Thomas. Eh ben, ça marche toujours, c'est parfait. Julie Schwartz, vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous voyez la place des femmes grandir dans les instances dirigeantes? Alors oui, il y a une vraie accélération effectivement avec la loi Copé-Zimmermann. Ouais. Qui fête ses 10 ans d'ailleurs cette année. Qui fête ses 10 ans il y a quelques jours. On est quand même aujourd'hui le premier pays européen en termes de représentation des femmes dans les COMEX et dans les instances. Donc il y a une vraie accélération. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas si vous faites de la photo, quand vous faites un Polaroid, voilà, on n'a pas des photos noires ou blanches d'un côté, c'est toujours voilà, des photos qui sont avec du négatif et du positif. La question de la mixité, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si cette loi des quotas était une sorte de retouche photo. Donc depuis 2011, on a eu 4 retoucheurs photos, la loi Copé-Zimmermann. Il y a eu également un indice sur la mixité des grandes entreprises qui a permis d'accélérer, puisqu'on est passé de moins de 10% en 2010 à aujourd'hui plus de 45% de représentation. Donc il y a eu une vraie accélération. Et ça permet de comparer les entreprises et donc de les challenger. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a quand même des limites à ça. Il y a eu effectivement la loi Pacte qui a aussi accéléré ce mécanisme. Et il y a un quatrième élément nouveau qui est l'index Pénicaud où la dimension mixité arrive en 5e critère. Donc, au niveau de la loi, on voit que ça a accéléré un retard qui était clair depuis le début, mais que c'est une accélération qui est artificielle, c'est-à-dire qu'il y a eu un rééquilibrage artificiel. Ouais. Donc, sur la question des quotas, qui est votre première question... On est à 45% de femmes au conseil d'administration des 50 plus grandes sociétés cotées en bourse aujourd'hui. Voilà. La question est pourquoi ce rééquilibrage a dû être artificiel et pourquoi... C'est-à-dire rendu obligatoire par la loi, quoi, poussé par la loi voilà. ou les textes. Ça pose deux sujets. Pourquoi ce rééquilibrage n'est-il pas naturel? Voilà, pourquoi on est obligé de passer par la loi. Et la question, c'est cette loi doit être conjoncturelle, permet de rattraper notre retard, mais très rapidement, elle ne doit pas se limiter à des décisions conjoncturelles, mais elle doit servir une logique qui est structurelle, à savoir que très clairement, quand moi je travaille avec des entrepreneurs, des clients, etc., je vais être honnête, la question « je suis une femme, un homme » ne se pose pas. Je parle du Vendée Globe, par exemple, je voyais qu'il y avait 6 femmes qui partaient au Vendée Globe. Ce serait un affront de leur faire que de leur dire « vous êtes une femme ». Non, c'est d'abord un marin. Voilà. Donc à partir du moment où on arrête de se poser la question, c'est vrai que du coup ça libère les entreprises et ça permet de dépasser le débat. C'est une question effectivement de regard, de mentalité, Martin Richer, mais il y a encore des progrès à faire. La question des hauts salaires par exemple, elle n'est pas réglée, loin de là. Fin 2020, 37% de ces 50 plus grandes sociétés cotées en bourse comptaient moins de 2 femmes parmi leurs 10 plus hautes rémunérations. Comment on peut l'expliquer, Martin Richer ? Très clairement par les problèmes de représentation qui sont extrêmement forts, parce qu'il n'y a pas de logique économique dans cette inégalité hommes-femmes. La recherche académique est absolument consensuelle là-dessus. C'est dans les entreprises qui donnent la plus grande part aux femmes dans leurs instances dirigeantes qu'on trouve les meilleures performances économiques et financières.
Donc ça n'est pas les raisons économiques qui expliquent ce retard, mais c'est bien effectivement des problématiques autour des représentations. On parle beaucoup du plafond de verre, on pourrait aussi parler du plafond des rêves. À quoi rêvent les jeunes filles aujourd'hui? Pas forcément d'être dirigeantes, alors que les jeunes garçons ont davantage. Pourquoi est-ce que les dirigeants des grandes entreprises qui font partie des plus diplômés, sont persuadés qu'il faut être un homme pour obtenir des performances, pour faire en sorte que la transformation de l'entreprise réussisse? Tout ça, c'est des problématiques de représentation. Et c'est là-dessus que je diverge un petit peu avec Julie Schwartz, c'est que moi, je considère qu'il ne faut se faire aucune illusion, il faut regarder les choses froidement, et donc il faut essayer d'expliquer la différence entre la part des femmes dans les instances exécutives, donc les COMEX et les CODIR, qui est quand même pitoyable en France, 17,5%. C'est absolument anormal d'être aussi bas, et ça ne bouge que très peu, très lentement, alors qu'effectivement, dans les conseils d'administration, on a réussi à atteindre 45%, grâce, comme ça a été dit, à la loi Copé-Zimmermann, mais attention, pas seulement parce que la loi Copé-Zimmermann demande d'atteindre des quotas, mais parce qu'elle impose ces quotas. Notamment dans la loi Pacte a été instillée l'exigence que les délibérations qui sont faites dans un CA qui ne respectent pas le quota sont frappées de nullité. Et ça fait bouger les entreprises. Donc la question, c'est pourquoi les entreprises, sur ce point-là, n'ont bougé que sous le poids de la contrainte, et on en revient à la problématique des représentations. Effectivement, et je rebondis sur ce que vous venez de dire sur les COMEX. Effectivement, on est bien en deçà du chiffre des conseils d'administration. L'une des explications, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement automatique tous les 3 ans comme dans les conseils d'administration. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une sorte de brassage naturel qui permet petit à petit d'intégrer les femmes. Et puis surtout, il n'y a pas de volonté de ceux qui dirigent ces COMEX, disons les choses comme elles sont. Non, alors il faut peut-être revenir sur un point. De ceux qui dirigent ces COMEX. Il faut peut-être revenir sur un point. Moi je suis assez frappée d'avoir toujours une vision bipolaire des choses. On est pour ou contre. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une vision d'une société ou d'une entreprise qui fait avec. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un commun autour de la table, beaucoup d'entreprises pensent que ce commun est limité, qu'il y a des places limitées, qu'il faut se battre et qu'on est sur une société de compétitivité. Moi, je crois que l'entreprise et la place des femmes est importante à ce titre, mais celle des hommes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des très belles coopérations. Je vois par exemple le MOVE qui a fait une coprésidence homme-femme. On le voit avec Kamala, etc. Il y a vraiment un intérêt, une richesse de l'entreprise à coopérer. Mais quand même, on voit que la loi, c'est presque un passage obligé. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, là, le gouvernement se pose la question d'étendre finalement le principe de la loi Copé-Zimmermann au COMEX? Oui. Pour permettre la féminisation des COMEX, parce que pour l'instant, elle est limitée, si j'ose dire, au conseil d'administration. Donc il faut passer par la loi. Il faut passer par la loi, mais ce que je disais, et Martin Richer le soulignait, ça reste une obligation, ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire qu'il y a une question... Oui, mais il y a un principe de réalité. Oui, tout à fait. Il faut qu'elle le soit. La dérive qu'il y a si la loi dure et ces lois deviennent structurelles, c'est qu'à un moment donné, les jeunes filles qui sont pleines de talent... Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question. J'interviens à l'ESSEC et à HEC. Je peux vous dire que les femmes ont envie d'entreprendre. C'est des entrepreneuses qui sont formidables. Après, parfois, elles ont des blocages pour l'accès au crédit bancaire. C'est plus compliqué de créer sa boîte. C'est pour ça qu'il y a des réseaux de femmes qui existent. Il y en a une dizaine en France. Elles sont des merveilleuses entrepreneurs. Mais c'est plus difficile pour une femme. Donc, on revient sur la question de la culture. C'est plus difficile pour une femme d'entreprendre. Donc, cette loi, elle doit être faite, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire que derrière, il faut qu'il y ait un changement de culture au sein des entreprises. Et je prends l'exemple du secteur de l'économie sociale et solidaire, où on parle d'un homme, une voix, avec un grand H. Un homme, une voix. Bien sûr qu'elle ne suffit pas, mais elle est absolument indispensable. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas un pays réputé comme étant hyper dirigiste vis-à-vis des entreprises. C'est plutôt un pays dans lequel s'exprime le libéralisme économique. Bon, il y a eu un accord entre le SPD et la CDU, donc il y aura un quota dans les directoires. Ils ont déjà, comme nous, un quota au conseil de surveillance, puisque en Allemagne, ce n'est pas les conseils d'administration, c'est les conseils de surveillance. Ils ont un quota de 30% depuis une loi de 2015. Et ils l'ont atteint. Mais eux ont tiré la leçon. Ils ont dit, OK, on a un écart extrêmement important parce qu'ils sont encore plus en retard que nous sur les directoires, c'est-à-dire l'équivalent de nos comités exécutifs
au comité de direction, et eux donc ont décidé de passer à la loi, alors sur quelque chose qui n'est pas hyper exigeant. La loi demandera, puisqu'elle n'est pas encore votée, mais c'est en cours, elle demandera qu'il y ait au moins une femme au directoire quand le directoire inclut 3 personnes ou plus. Donc ce n'est pas considérable comme obligation. Mais en France, on ne peut pas, malheureusement, se limiter aux incitations, et même pas à la loi d'ailleurs. Est-ce que vous savez depuis quand l'égalité salariale homme-femme est inscrite dans la loi? Depuis 1972, c'était Pompidou, le président de la République, c'était il y a 50 ans. Or, on a toujours 10% d'écart. On a même des reculs. Julie Schwartz parlait du numérique. Est-ce que vous savez que la part des femmes dans les diplômés du numérique, elle est en régression? Elle était de 17% en 2013, elle n'est plus que 10% aujourd'hui, donc ça décline. On a des situations qui sont intolérables. Par exemple, il n'y a que 6% des employeurs en France, 6% seulement, qui ne pratiquent aucune différenciation homme-femme dans les salaires. Alors, on va vous laisser débrancher le téléphone. Martin Richard, Julie Schwartz, pour conclure, parce que malheureusement le temps file vite, il y a un élément que Martin Richard a dit tout à l'heure et qu'il faut quand même rappeler, je voudrais qu'on termine là-dessus, c'est que c'est un avantage de croissance, d'efficacité de féminiser les instances dirigeantes. En fait, je suis complètement d'accord, je suis pour une vision transformative de la parité. Les entreprises qui mettent en place de la parité au sein de leur organisation, elles font de la mobilité, des programmes de formation, beaucoup plus de concertation en version verticale. Donc, à partir du moment où une entreprise se pose la question de la parité, elle va bien au-delà et on revient à la RSE. C'est-à-dire que du coup, la société elle-même, par ce rééquilibrage, se rééquilibre elle-même. C'est pour ça que la place quand même, et les femmes doivent oser, et je tiens quand même à dire, parce que je n'aime pas cette vision bipolaire du féminisme, etc. Moi, je suis accompagnée au quotidien par des hommes d'une bienveillance rare. Je veux sortir de cette bipolarité d'hommes et femmes. Moi, j'ai beaucoup appris avec les hommes, j'apprends beaucoup avec les hommes, et j'allais dire, quand je suis sur une vision commune, je ne me pose plus la question du genre. Je suis avec un collaborateur, un père, et c'est à ça que les entreprises devraient parvenir à arriver d'ici quelques années et assez rapidement. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, la bonne idée du jour, elle est signée Oli. Une start-up en pleine lumière comme tous les jours. Bonjour Mathilde Sassy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec Clémentine Girard, la cofondatrice d'Oli. C'est une marque de sous-vêtements éco-responsable. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée, quelle ambition ? Alors, Oli, c'est une marque que j'ai créée en 2016, donc avec une de mes amies, Clémentine. On était toutes les deux étudiantes. On a cherché à s'habiller éco-responsable, en tout cas plus responsable que les marques de shopping habituelles qu'on connaissait. Et en cherchant, on a découvert que si on avait le budget et un peu de talent pour faire des recherches Google, on pouvait trouver vraiment de quoi bien s'habiller des pieds à la tête de façon éco-responsable, mais qu'en lingerie, en fait, il y avait très peu d'offres. C'était des choses vraiment très basiques, très simples, avec des images de marques qui étaient souvent assez pauvres, en tout cas sur le marché français. Ouais. Et c'était plus facile de trouver des baskets éco-responsables que des sous-vêtements. Alors que ça nous semblait assez peu logique dans le sens où c'est une zone du corps qui est assez fragile, assez sensible. Et nous, on a plutôt eu envie de commencer par les culottes que par les baskets. En fait. C'est sûr, ça semble logique. Et alors, vous êtes parti à la recherche, j'imagine, de matériaux, de partenaires, de sous-traitants. Par exemple, le coton, votre coton bio, il est labellisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc le coton bio qui est utilisé par Oli, c'est du coton bio GOTS. Donc c'est un label qui va certifier à la fois que le coton est cultivé dans les normes de l'agriculture biologique, donc sans pesticides, sans OGM. Également qu'il n'est pas blanchi au chlore. Et enfin, il y a un volet social concernant les conditions de travail des personnes qui cultivent le coton. Ça, c'est important parce que le coton, il vient souvent de loin. Et donc, vous avez aussi la garantie que les ouvriers qui travaillent sur ce coton sont mieux traités qu'ailleurs. Est-ce que vous faites aussi attention aux produits qui sont utilisés pour les teintures, pour donner telle ou telle couleur aux sous-vêtements ? Oui, bien sûr. Donc, chez Oli, le coton est teint, et les dentelles également, avec des teintures Ecotex 100. Donc, c'est un label qui garantit qu'il n'y aura pas de produits nocifs, à la fois pour la santé et également pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on trouve comme produits nocifs dans, on va dire, les sous-vêtements de base ? Alors, je ne sais pas si on en trouve dans tous les sous-vêtements de base, mais en tout cas, dans les textiles, on peut trouver notamment des traces de perturbateurs endocriniens. Greenpeace, en 2012, avait testé plein de vêtements
acheté en magasin, voilà, dans des magasins de grande consommation. Et ils avaient trouvé beaucoup de traces de perturbateurs endocriniens qui proviennent souvent soit des pesticides ou éventuellement, je pense que c'est plus rare, des teintures dans les produits finis. Ouais. Alors c'est des petites doses, mais ça semble assez inquiétant, surtout pour une culotte. Vos dentelles, allez, on passe aux dentelles. Elles ont quelque chose de particulier. C'est quoi? Elles sont recyclées, c'est ça? Alors voilà, déjà, toutes nos dentelles sont européennes. Ouais. La grande majorité de nos dentelles sont des dentelles italiennes et c'est de la dentelle en fibre recyclée. Donc, par exemple, ici, là, on a un petit soutien-gorge. Ouais. Donc, c'est du tulle recyclé avec un floc velours. Et donc, les dentelles en fibre recyclée, ça veut dire que c'est des fibres, un fil qui est confectionné à partir de chutes de production textile qui sont détricotées par un procédé mécanique et non pas chimique. Et avec ce fil, on peut fabriquer une nouvelle dentelle qui a une consommation en énergie et en eau qui a un impact bien plus limité. Elle est confectionnée et teinte en Italie et en plus elles sont extrêmement douces au toucher. C'est pas la dentelle recyclée façon toile de jute. Oui, ça reste des sous-vêtements qui sont hyper agréables à porter. J'ai bien compris. Donc là, il y a une notion européenne. Est-ce que vous réussissez quand même à créer ou à proposer à vos clientes des sous-vêtements français, 100% français? Alors, on a lancé du Made in France en décembre avec 2 bodys, dont un que je porte ici. Ouais. Donc ça, c'est du tencel, une fibre écologique. Du tencel, c'est quoi tencel, ça? C'est une fibre qui est confectionnée en Autriche par l'entreprise Lenzing à base de fibres de bois et qui a beaucoup de propriétés respirantes, antibactériennes, mais qui est aussi très douce et qui est écologique. C'est en circuit fermé pour la création de la fibre. Et donc la fibre vient d'Autriche, mais le sous-vêtement est fait en France, c'est ça? Voilà. Et c'est compliqué de faire basculer sa production vers du Made in France, hein? En fait, on n'a pas basculé la production dans le sens où on dit pour ces nouveaux produits, cette fois-ci, on a vraiment envie de travailler avec un atelier français. Donc les bodys sont confectionnés en France, tandis que les soutiens-gorge et les culottes sont toujours confectionnés avec notre partenaire depuis le début, qui est un atelier situé en Hongrie. Ça veut dire que les savoir-faire existent encore dans notre pays? Les savoir-faire existent encore, pas forcément pour tous les produits. Ouais. Et pas forcément non plus pour proposer un prix de vente après qui correspondra aux gens. C'est que, par exemple, pour les soutiens-gorge à armature, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore chez Oli, des soutiens-gorge à armature. Mais en tout cas, pour les bodys, on a choisi un atelier français situé à Marseille. Et le projet a mis du temps à se faire, mais on a réussi pour cette nouvelle collection. Eh bien, bravo à vous. Merci Mathilde Sassy-Bonvent, à votre marque Oli. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h midi, 20h30 et puis 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut.